Ang Gading, ça veut dire « t'es génial ». Et c'est comme ça qu'aux Philippines, des habitants du cimetière nord de Manille ont baptisé leur projet de lutte contre l'illettrisme. Ça donne confiance à tout le monde, non? Là-bas, comme à Noisy-le-Grand, en France, ou encore à l'île Maurice, le livre, mais aussi la musique ou le chant, sont devenus des armes puissantes pour permettre aux familles de reprendre confiance en elles, d'accéder à ce qui fait le sel de la vie, la culture, l'instruction pour combattre ensemble tout ce qui enfonce et maintient des générations dans la misère. Chaque être humain est capable de se transformer si on lui ouvre les chemins de la connaissance et de la culture. C'est universel et vous allez le voir dans les reportages qui suivent. Sueño con un mundo liberado de la pobreza. Naniniwala ako sa mundo na walang kahirapan. Je rêve d'un monde sans pauvreté. Ik geloof in een wereld zonder armoede. Wierzę w świat bez ubóstwa. En 2017, nous menons une campagne mondiale de mobilisation intitulée Stop Pauvreté. Stop Poverty. Stop armoede. Amanya Huachacay Cachuncho. Este año marcará el centenario del nacimiento de Joseph Brzezinski, fundador de ATD Cuarto Mundo, un hombre que nació en un campo de detención de refugiados. Je ne me proposais pas du tout une action de charité, une action, je dirais, de distribution de biens, étant donné que c'était ce dont j'avais le plus souffert dans mon enfance. 2017 will also mark the 60th anniversary of the founding of ATD Fourth World, the organization founded by Joseph Brzezinski and a group of families living in a shanty town outside Paris in the 1950s. ATD Fourth World is like one big family. They like PME. ATD, c'est une deuxième famille. Sans ATD, je serais pas là. Le 17 octobre 2017 sera la 30e journée mondiale du refus de la misère. Une journée où chaque année, les hommes et les femmes qui luttent contre la pauvreté dans le monde entier se rassemblent et partagent leurs expériences. On avance petit à petit parce que depuis 60 ans, il y a quand même des choses qui se sont faites. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Très souvent, nous voyons des projets naître dans nos communautés sans que l'on ne nous dise mot. 캠페인 웹사이트에 가시면 어떻게 참여할 수 있는지 더 자세히 나와 있습니다. Sugpuin ang kahirapan. Pobreza nunca más. Stop la pauvreté! Stop la pauvreté! Très bien, alors vous m'arrêtez pas après, hein. Il y a 60 ans, jour pour jour, un homme, le père Joseph Brzezinski, décidait de s'installer à quelques mètres d'ici, dans un camp pour sans-abri qu'il avait visité le 14 juillet. Et en visitant ce camp, il s'était rendu compte que les gens qui y vivaient étaient comme sa mère, comme son père, comme ses frères, comme ses sœurs. Il sentait que les gens qui vivaient l'extrême pauvreté, qui étaient rejetés de partout, étaient ignorés et qu'on ne les considérait pas et qu'ils n'arrivaient pas à se réunir.
Et donc il a décidé de s'installer ici pour que les gens se fassent entendre, qu'ils se réunissent et ensuite qu'ils appellent les autres à les rejoindre. C'est la création du mouvement ATD Carmont. Le père Joseph, la première fois qu'il est arrivé, c'était donc en juillet. Et je me souviens ça parce qu'il était venu voir mes parents. Et puis avec sa soutane et puis des chaussures qui n'étaient pas semblables. Et sa dodoche, il est arrivé. Et puis ma mère, elle disait, mais le pauvre homme, il n'a même pas 2 chaussures pareilles. Et ce qui a changé à ce moment-là, c'est que les choses se sont organisées. On a ouvert le Club du Savoir. Le Club du Savoir avec les jeunes. Donc il y avait le Père Joseph, il y avait vous les volontaires, il y avait moi, des types comme moi, si tu veux, qui avaient une formation. Et c'était vraiment une chaîne, l'une à l'autre. Et je crois qu'avec les jeunes, après, tout s'est ouvert vers l'extérieur. Qu'est-ce que vous avez préféré? Tout, le cœur. Ça donne des frissons. Moi, ce que je préfère, c'est ça le cœur. que je disais tout à l'heure. Mais c'est ce qu'on se disait, un cœur, c'est un tout seul, ça marche pas. Toute la musique, un orchestre, et ça, j'aurais dû le dire, c'est quand on est tous ensemble que ça marche. C'est l'histoire avec les chansons, on avait l'impression de voyager. Tout à l'heure, j'ai tellement été avec la petite dame qui chantait, qui avait la belle voix. J'étais tellement partie dans l'émotion avec elle que j'en pleurais. Je sentais le coffre qu'elle avait, l'émotion, je l'avais avec elle au même moment. Et quand elle redescendait, ça redescendait en même temps qu'elle. Ce qui nous a beaucoup marqué dans ce que nous avons découvert du Père Joseph, c'est cette idée que chaque être humain est capable de se transformer si on lui ouvre les chemins de la connaissance. Et cette phrase, elle nous a touchés au cœur, parce que c'est exactement ce que nous voulons faire quand nous disons que la musique spirituelle, la grande musique, comme parfois on l'appelle, elle est accessible par tout le monde, que tous les enfants du monde peuvent l'écouter, peuvent l'apprécier, peuvent être heureux en chantant, en écoutant et en recevant la force et l'intensité de cette musique. L'idée, ce que je trouve important, en tout cas pour moi, c'est de pouvoir créer du lien, même s'il est fugace, même s'il est dans l'instant. Là, ici, aujourd'hui, j'ai fait des rencontres super qui rejoignent vraiment ATD Carmont, c'est-à-dire l'idée que les gens, tous les gens, quels qu'ils soient, c'est ça la dignité humaine, ils ont quelque chose à dire et à apporter. J'avais dans mon angle de vue une petite fille qui, tout comme moi en fait, elle se laissait habiter par la musique, elle était comme ça, quand il y avait un coup d'archet, elle était comme ça, je trouvais ça génial. Il y avait un petit bébé aussi qui restait tranquille pendant 1 heure. Enfin, voilà, c'est ça qui est amusant aussi, là, du coup, de voir la spontanéité des enfants là, qui expriment des choses, qui expriment que la musique passe par eux.
ceux qui savent, eh bien, viennent rencontrer ceux qui ne savent pas, dans les cités, là où ils sont, dans les quartiers, et apportent leur savoir. Les étudiants, les menuisiers, apprennent aux gosses la menuiserie, que chacun sache qu'il a quelque chose à apprendre à l'autre et que l'autre aussi peut lui apprendre. Eh bien, c'est la clé de tout avenir. C'est la possibilité d'être vraiment intégré dans la société. Donnez-leur de l'énergie, s'il vous plaît, merci. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui du coup? Nous sommes dans une lieu très connu à Noisy. C'est en 3e édition de Festival des Arts et des Savoirs, organisé dans le quartier Chantilly, voilà, avec des gens du quartier. C'est très, très familial. On est bien à la télé voilà, Carmen. Attention. Et c'est Allez, on continue, on perd pas de temps. Qu'est-ce que vous avez apporté aux enfants ici? Du savoir, de la culture, mais en vérité c'est plus eux qui nous apportent quelque chose que nous-mêmes on va leur apporter. Le but du jeu c'est qu'on traîne soit 1, 2 ou 3 bâtonnets et que, celui qui les a tout pris, et le perdant il perd quand il en reste un seul. Perdu. Ouais, il faut qu'il en reste un. On veut leur donner goût au savoir, on veut leur donner envie d'apprendre, envie d'aimer apprendre en fait. C'est vraiment pas juste faire du soutien à la lecture juste pour savoir lire et pour avoir un métier. C'est vraiment pour l'accès à la vie en fait. Voilà, c'est ça. Et tu tiens par en dessous par le mot. Et voilà, c'est ça. Et tu fais comme ça et tu continues. Et ça te fera un bracelet comme ça. Alors on fait quoi ici? On fait un bracelet sorte brésilien avec des cartons de récup et des laines de récup. On a plusieurs épices. Et les yeux bandés, en fait, il faut deviner c'est quoi comme épice. On commence par sentir, toucher et puis à la fin on goûte pour voir avec des choses sucrées, des choses salées. Et voilà, le but c'est de découvrir des épices d'ici et d'ailleurs. Vous avez fait quoi comme activité? On a fait le trait là. On a fait le filet, le tir à l'arc et on a regardé et c'est tout. Ouais. Sur un quartier, on invite les personnes du quartier à venir partager leur savoir et leur art. On essaie que les personnes qui pensent qu'elles ne savent rien faire soient aussi actrices et puissent montrer ce qu'elles savent faire. Et en général, elles sont les premières étonnées, savoir qu'elles puissent montrer quelque chose aux autres. Pour moi, le festival, c'est ça, le Festival des Savoirs et des Arts. On a besoin de tout le monde. On a besoin que tout le monde s'implique, de tous les âges, toutes les cultures, toutes les connaissances, tous les savoirs. Kaya ginagawa yung actual activity is dahil ini-encourage yung ma-build up yung self-confidence ng bata. And magagawa mo lang yun is sa pagkakaroon ng special attention sa bata, sa pagkakaroon ng one-to-one teaching.
naging title yung Ang Galing kasi normally, naiisip mo, after makagawa ng isang magandang bagay ng isang bata, ang unang-unang masasabi mo is, ang galing. Pag maisip niya na magaling na ako, marunong na ako, actually sumusunod yung pagbabasa at pagsusulat. At the same time, nakakatulong pagdating nila sa school. Di ba? Good job. Gusto ko makita yung tinuturuan mo ako ng graduation na, wow, at least kahit paano na-impart ka yung na-impart mo yung effort mo, yung time para matuto siya kahit ilang letters, ilang words, pero sabi nga yun kasi yung foundation ng mga bata ay ilang letra ngayon, tapos pag napagsama-sama nila, parang gano'n lang din yung ginagawa natin, parang kahit ilan tayo, once a week lang, pero yun pa rin yung magsasama-sama para later part. Mag-grow din yung moments. L'extrême pauvreté est une violence. Elle provoque jugement et humiliation, enferme dans le silence, détruit les vies. Il n'est pas une fatalité. Comme l'esclavage et l'apartheid, elle peut être refusée. Ceux qui la subissent résistent et notre monde a besoin de leur intelligence pour relever les défis auxquels il fait face. Partout dans le monde, des personnes exclues se font entendre et agissent. D'autres se joignent à elles pour construire ensemble un monde de paix qui ne laisse personne de côté. Je choisis d'agir pour un monde libéré de la misère. Passionné d'économie et d'éducation, mais surtout, depuis que je connais ATD Quart-Monde, ça fait une trentaine d'années de ma vie de jeune adulte, puis d'adulte, avec ma compagne et mon premier enfant, mon deuxième enfant qui sont nés. On a vécu la moitié de notre vie dans des quartiers populaires, où il y avait beaucoup de familles qui avaient une vie extrêmement dure. Puis l'autre moitié dans des lieux d'ATD Quart-Monde où il y avait la rencontre entre des personnes qui avaient cette vie extrêmement dure et puis d'autres qui essayaient de lever leur peur, de lever leur sentiment de culpabilité pour qu'on s'unisse et qu'on avance ensemble dans la lutte contre l'exclusion sociale. J'ai beaucoup reçu, j'ai constamment reçu. Alors après, qu'est-ce que ça a été cette vie de volontaire? Ça a été de vivre une suite de rencontres incroyables dont je ne pensais pas qu'elles puissent jamais exister. Et de rencontres avec des personnes dont ni ma famille ni mes relations ne m'auraient jamais permis de les rencontrer. Des personnes très pauvres, des personnes qui avaient des talents d'artistes, des personnes qui avaient des personnes d'autres milieux sociaux que celui de sortir des frontières où je pensais que des frontières géographiques, des frontières sociales, des frontières où je pensais que j'étais enfermé. Moi, je suis dans la petite équipe qui anime ce mouvement, mais ce mouvement, il s'anime partout où il est par plein de personnes et ça me fait penser à une militante d'ATD Quart-Monde qui, en rencontrant le délégué général, lui a dit dans sa petite cahute à côté d'un endroit où il y avait eu des inondations et tout avait été balayé, qui a dit ici ATD Quart-Monde c'est moi. Et
et c'était elle, parce que c'était elle, et effectivement, dans son quartier, là où elle était, avec ses voisins, avec les gens autour d'elle, elle avait la préoccupation de ceux qui avaient les plus grandes difficultés, et elle avait la préoccupation de s'unir ensemble. Je crois vraiment que c'est une grosse responsabilité de partout, là où on est. La personne qui est dans un quartier très pauvre, d'aller à la rencontre de ceux qui ont le plus du mal, c'est vraiment une très grosse responsabilité. De réussir à aller à la rencontre des institutions, quand on est dans une institution, de prendre des risques, qu'on soit au niveau de la base, avec toute sa hiérarchie au-dessus, ou qu'on soit tout en haut, prendre des risques pour respecter l'idéal de son institution et pour permettre qu'elle aille au bout de ce qu'elle doit créer, que ce soit du logement, que ce soit des soins de santé, que ce soit de la protection sociale, que ce soit de l'emploi ou que sais-je encore. Je crois que c'est à tous les niveaux de responsabilité où en fait, à chaque fois, c'est une énorme responsabilité parce qu'une personne l'exclusion sociale, c'est une énorme responsabilité de chacun d'entre nous. Pour moi, dans ma responsabilité d'être dans cette équipe de délégation générale, je pense que le plus grand défi, c'est d'arriver à prendre la mesure de ce que toutes les personnes qui s'engagent dans ce mouvement mettent comme risque, tout ce qu'elles vivent comme désespoir et comme espoir, et de permettre qu'il n'y en ait aucun qui reste isolé là-dedans. Quand on parle de culture, ça me fait repenser à une semaine où on était allé faire un tour des quartiers à Lille en racontant une histoire qui s'appelle La Boîte à musique, qui raconte l'histoire d'enfants dans un quartier où des familles ont la vie difficile et qui rencontre une histoire d'amitié entre enfants et qui raconte aussi l'histoire de leur famille et puis l'histoire aussi de personnes qui venaient d'autres quartiers, qui animaient ces temps autour du livre. Et on était allé dans un quartier lire ce livre et on commençait chaque jour à lire un chapitre et le jour suivant dans un autre quartier on continuait un autre chapitre et on lisait ensemble avec les enfants le chapitre suivant. Et cette fois-là, on a commencé à lire un chapitre et on a pris des cailloux sur la figure parce qu'il y avait les jeunes du quartier qui nous balançaient des cailloux sur les enfants et sur nous alors qu'on racontait cette histoire. Et puis on a continué, on est échappé aux cailloux, et puis il y a un des jeunes qui lançait des cailloux, qui petit à petit s'est rapproché, s'est assis. J'ai été à sa rencontre pour éviter qu'il continue à nous balancer des cailloux, et on a pris un livre, et il a commencé à lire la première phrase d'un des chapitres. Et il lisait chaque mot, c'était un jeune de au moins 14-15 ans, il annonnait sur chaque mot. Et ce gamin qui était en train de nous balancer des cailloux, pendant une demi-heure, a essayé de lire chaque phrase. Après ça, je lui répétais la phrase, et puis il continuait, et je lui relisais le paragraphe, et ensemble, on est allé au bout d'un chapitre ensemble. Et pour moi, il y avait cette découverte, cette envie de lire, quand c'est une lecture qui fait sens et quand c'est une lecture qui te relie qui te fait comprendre ta vie et qui te met en contact avec les autres. Et pour moi, dans la culture, oui, il y a l'accès au beau, ça c'est super important. Et puis, mais avec l'accès au beau, il y a aussi l'accès à comprendre ce qu'on vit. Il y a comprendre d'où on vient, comprendre ce qu'on vit, communiquer avec d'autres, permettre la rencontre avec d'autres. Pour moi, la lecture, alors on pourrait parler après de la peinture, on pourrait parler du chant, mais c'est cette culture-là, qui n'est pas simplement une culture d'une élite, qui n'est pas une culture populaire, qui est vraiment une culture de tous, et une culture de comprendre son identité et de se relier à d'autres et de se relier à tous. Pour ce gamin qui a donné la lecture, clairement, c'était pas superflu, c'était un combat contre la violence qu'il avait en lui, contre la violence qu'il subissait,
d'être à 14-15 ans, de ne pas savoir lire et écrire, et donc de ne pas aller dans une formation, et de ne pas être en lien avec les autres. Mais si on pense à la peinture, pour moi la peinture, ça représente des lieux où tout le monde avait peur d'aller. Je pense à des lieux de décharge d'ordures dans des pays où en fait tout le monde avait peur, sauf les gens qui habitaient là-bas. Et en fait c'est par la peinture qu'a commencé la rencontre. Parce qu'on ne pouvait pas aller là-bas et offrir quelque chose, fallait bien amener quelque chose, et ce qu'on pouvait amener, c'est uniquement quelque chose de gratuit. Et c'est la peinture qui, au départ, a permis cette rencontre-là, et qui a permis et c'était quelque chose d'extraordinaire, dans un lieu où tout est moche, d'apporter quelque chose, des magnifiques couleurs, et de faire une exposition de peinture, ça change la vie. C'est le début d'une vie où on peut se mettre ensemble. Ça me fait penser à un des volontaires d'ATD Carmonde qui a peint comme ça dans tous les lieux d'une ville où il y a des personnes en situation de pauvreté et les endroits où elles passent. Et puis après, il a fait une exposition de peintre. Bon, évidemment, ça a donné à d'autres envie de peindre aussi, et ils ont peint aussi. Et puis après, ils ont fait une exposition de peinture. Alors, il y a eu dans des galeries, mais ils ont fait aussi une exposition de peinture sur les grillages séparant des immeubles dans des quartiers, des deux côtés du grillage, évidemment, pour permettre la rencontre. Ils en ont fait aussi une exposition des peintures au tribunal où étaient condamnés des gens pour des toutes petites choses. Ils l'ont fait aussi dans un... Enfin, ils l'ont fait dans un lieu de distribution de soupe populaire. Ils ont refait l'exposition de peinture partout. Et évidemment, quand il y a l'exposition de peinture, les gens, face à un truc comme ça, les gens ils commencent à se parler. Et ils se rencontrent. Et il y a quelque chose, il y a une étincelle qui surgit. Après, il faut qu'il y ait d'autres choses, il faut qu'il y ait des engagements ensemble. À Paris, sur le parvis des libertés et des droits de l'homme, au Trocadéro, le rassemblement a eu lieu en présence de personnalités du monde politique et syndical français. Il y a 30 ans, le 17 octobre 1987, le fondateur du mouvement ATD Carmonde avait inauguré la dalle en hommage aux victimes de l'extrême pauvreté sur ce même parvis. Pendant 1 heure, les participants ont entendu le récit des changements qui sont intervenus ces dernières années, entrecoupés de chants de résistance des pauvres du monde entier et de témoignages de militants Carmonde. Ce récit est un appel à continuer la mobilisation aux côtés de tous ceux qui sont encore aujourd'hui victimes de la misère. Bonsoir à tous. Ouais. Merci d'être là. Vous le savez, cette journée mondiale du refus de la misère est célébrée dans de nombreux pays. D'ailleurs, une délégation mondiale est en ce moment même reçue à l'ONU à New York. Et notre cérémonie à Paris, comme 6 autres dans le monde, est retransmise sur le site stoppauvreté.org. L'extrême pauvreté est une violence. Elle provoque jugement, humiliation, enferme dans le silence, détruit des vies. Mais on le dit haut et fort, elle n'est pas une fatalité. Comme l'esclavage et l'apartheid, elle peut être refusée. Dans un contexte où l'on voit trop souvent les personnes en situation de pauvreté à travers leur manque, cette journée mondiale du refus de la misère est l'occasion de parler de leur courage, de leur force, de leur richesse. Oui, de leur richesse, car les personnes les plus démunies sont source d'innovation, de transformation sociale, source d'espoir pour nous tous. Elles nous font sortir de la fatalité. La société civile se mobilise. 48 partenaires sont avec nous aujourd'hui, syndicats, associations, fédérations. Merci à vous d'être là. C'est ensemble que nous réussirons. 30 000 participants sont venus au village des initiatives pour une société autrement, place de la République, qui était organisée ce week-end. Nous attendons beaucoup des responsables politiques pour construire une société plus juste, mais chacun de nous doit aussi s'engager. Nous devons changer notre regard, nous associer avec les personnes en situation de précarité pour répondre aux défis d'une société qui ne laisse personne de côté. Le président de la République, vous le savez, a annoncé le lancement d'une concertation sur la lutte contre la pauvreté en vue de définir une stratégie.
la forte progression des inégalités renforce un sentiment d'abandon d'une partie croissante de la société. Et cela met en péril la devise de notre République. Il est nécessaire de prendre le temps de la concertation, d'y associer sérieusement les personnes qui vivent la grande précarité. Cette concertation doit aussi s'appuyer, entre autres, sur la loi de 1998 contre les exclusions. Il est vraiment temps d'investir durablement dans la lutte contre la pauvreté, de s'attaquer à ses causes profondes et pas seulement à ses conséquences. Et cela demande, entre autres, des moyens financiers qui soient à la hauteur. Permettre à tous la réussite scolaire, l'accès aux soins, à la culture, à la citoyenneté, au logement, à l'emploi, et garantir des minima sociaux qui permettent de vivre dignement, c'est éviter le coût humain et financier intolérable de la pauvreté, c'est agir pour tous et faire vivre la démocratie. Le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l'homme et du citoyen de tout pays se sont rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré, disait le père Joseph Wresinski. C'était en février 1987. Il a demandé « Redis-moi des prénoms de mères mortes de la misère. Il faudra toujours se rappeler de toutes ces personnes mortes de la misère. » Vous pensez à un monument pour ces morts, demandai-je. Non, pas de monument aux morts. Pas de monument d'ailleurs. Un lieu de sens. Un lieu ouvert, un lieu déjà visible dans l'histoire. On y placerait une pierre, une simple pierre gravée. Leur vie. Voilà ce dont je parlerai toujours. Rendre hommage à leur vie. En octobre, le 17, il m'a amené ici. Nous sommes rassemblés une nouvelle fois ce soir, ici, sur ce parvis. Le parvis des libertés, le parvis des droits de l'homme, le parvis du citoyen. C'est là qu'il faut que tu sois, entouré, toujours. Plus de 100 000 personnes étaient autour de moi. D'abord, toutes ces familles qui vivent dans l'extrême pauvreté, et qui s'étaient rassemblés à l'appel de Joseph Wresinski. Le père Joseph, comme elle le nomme, lui aussi venu de la misère. Toutes ces familles appelées à tort les sans-voix et qui voudraient surtout qu'on les écoute. Être sur ce parvis, sortir enfin du silence, témoigner de notre résistance à l'exclusion à laquelle on nous condamne. Avec force, nous voulons crier que les droits de l'homme étaient bafoués. Grâce à notre expérience de la vie, nous venions dire un monde qui n'oublierait personne. Et tous ces anonymes, tous ces curieux présents aussi, certains pensaient sûrement assister à un événement parisien. En fait, nous découvrions tous que nous étions rassemblés pour prendre un engagement qu'il fallait toujours honorer.
éradiquer la misère, une insupportable violation des droits de l'homme. S'unir dans la fidélité à notre devoir sacré de les faire respecter. Défendre en toutes circonstances l'égale dignité de tous. Oui, il nous fallait un lieu où venir se recueillir, puiser des forces, refuser l'injustice, un lieu où nous pourrions prendre la parole et être entendus dans l'histoire, un lieu pour refuser que les droits de l'homme soient bafoués. À mes côtés ensuite, il nous a tous exhortés. Vous êtes le quart-monde. Vous êtes les héritiers de ces milliers et millions d'enfants, de femmes et de pères qui meurent de misère et de faim. Souvenez-vous et soyez leurs fidèles. À vous qui êtes enterrés dans des tombes sans nom, à vous dont l'existence n'a fait plus de bruit qu'une feuille qui tombe, nous vous rendons hommage. Nous exigeons que la plus humble et la plus silencieuse de nos vies soit désormais écoutée et respectée. Nous refusons que nos combats soient effacés de la mémoire des hommes. Chichi
Madame Hidalgo, maire de Paris. Merci à toutes et à tous et merci pour tant de beauté parce que voilà, quand on participe et qu'on écoute ce qui vient de se passer, on en a la chair de poule tellement c'est beau, émouvant et tellement nous vibrons ensemble. Je veux dire avec Dominique Versini que je remercie d'être là aussi tous les jours à Paris dans l'action pour lutter contre toutes les exclusions, que cette ville, la ville dans laquelle vous êtes, cette ville sur ce parvis des droits de l'homme, cette ville est engagée. Bien sûr, on n'arrive pas à résoudre tous les problèmes tout seul, c'est pour ça qu'on est ensemble. Mais cette ville est engagée et nous considérons que la lutte contre les exclusions, c'est le combat de ce mandat. Depuis 2014 jusqu'à 2020, nous avons décidé d'en faire une grande cause de ce mandat qui est le nôtre, de ce mandat municipal. Cette cause, elle nous engage tous, elle nous engage bien sûr dans l'équipe avec tous les élus qui sont autour de moi. Elle engage aussi l'administration parisienne que je veux remercier et saluer parce qu'elle est aussi présente sur le terrain tous les jours, dans les maraudes, dans les centres d'hébergement d'urgence, dans tous les lieux qui sont nécessaires pour établir du lien et lutter contre cette exclusion. Et puis elle nous engage tous parce que ce sont aussi les associations qui sont en première ligne de front. Et je veux dire à ATD Quart Monde ma fidélité et aussi mon admiration pour le travail qui est fait. Je crois que je suis venue pour la première fois en 97 dans des rencontres organisées par ATD Quart Monde. J'ai eu l'immense honneur de participer à cette loi de 98 sur la lutte contre les exclusions et de pouvoir voir aussi une de vos anciennes présidentes, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, qui avait été vraiment à l'origine d'un travail qui avait mobilisé toute la société. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue et sans relâche. Parce que la lutte contre les exclusions, c'est un combat de tous les jours qui concerne bien sûr les politiques sociales, les aides, l'emploi, mais, et vous le faites merveilleusement bien, et je veux conclure sur ce point-là, vous dire que la culture et l'éducation, c'est par cela que passe aussi ce combat, et c'est aussi ce chemin que vous avez toujours montré à ATD Quart Monde. Toujours faire en sorte que la dignité de chacune et chacun passe aussi par sa capacité à s'exprimer et à exprimer dans les différentes disciplines artistiques, sa capacité à être debout, fière d'elle-même, c'est ça la dignité. Et le langage de la culture, les langages de la culture et de l'éducation sont la base, vraiment, pour pouvoir lutter contre toutes les exclusions. Je veux vous dire qu'on est loin d'avoir résolu tous les problèmes. Il y en a encore beaucoup sur notre chemin. Nous sommes confrontés à une crise migratoire sans précédent. Nous sommes confrontés à des exclusions de plus en plus nombreuses, à la précarité aussi dans le travail, qui rejette beaucoup de nos concitoyens. Et notre travail à tous, et vous les associations qui êtes en première ligne de front, c'est non seulement d'être dans l'alerte, mais aussi dans la construction. À la place qui est la nôtre, modestement, à la place qui est la mienne, nous sommes avec vous, et vous le savez, de façon définitive, pour ce très beau combat. Il n'y a pas d'autre combat humaniste qui vaille la peine d'être vécu que celui qui consiste à vouloir donner à chacune et à chacun la place qui est la sienne dans la société, avec sa singularité, avec ses particularités. C'est comme ça que nous sommes plus forts ensemble. Je vous remercie. À ce premier 17 octobre,
une maman est restée longtemps devant moi. Elle me regardait. Elle me regardait sans bouger. Dans ses mains, elle serrait une écharpe sur laquelle figurait le nouveau logo du mouvement ATD Quart-Monde. Je crois qu'elle pleurait. Je peux la remporter chez moi, vous savez. Je vais la montrer à mon mari, Robert. Il n'a pas pu venir. Il est trop fatigué dans sa tête. Et puis, j'expliquerai aux enfants l'oiseau, l'avenir. Maman, c'est quoi le dessin sur ton écharpe? Des hommes partent de la nuit, ils vont vers la lumière. Ils veulent rattraper, retenir l'oiseau. L'oiseau, c'est l'espoir, c'est la fraternité, la joie, la délivrance. Mais pourquoi ces ronds autour? Parce que c'est la terre tout entière, enfin lancée dans ce mouvement fraternel de recherche infinie. Vivre en famille, soutenir le frère, la sœur, le mari, quand ils peinent à rester debout, quand ils se découragent de leur faiblesse, transmettre de belles choses aux enfants et voir leurs yeux de fierté heureuse quand ce sont les papas et les mamans qui peuvent expliquer. Voilà la vie que nous souhaitons tous. Voilà la force que cherche, en se rassemblant, ce que la misère accable. Moi, j'ai été placée et je ne me souviens plus du tout de mon enfance. La seule chose dont je me rappelle, c'est que j'ai été séparée de mes frères et sœurs et qu'on ne m'a pas dit où j'allais. Lorsque j'étais placée, je revenais chez maman en vrai et je quittais maman nourrice. Maman en vrai, elle était perdue parce que je lui demandais des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Elle avait perdu sa fille sans la perdre. On a beau dire qu'on est placé parce qu'on nous élève mal, en fait, souvent, on nous place que parce qu'on est pauvre. Il faut tout faire pour nous maintenir ensemble. Je me rappelle bien de la souffrance de cette femme, racontée ici, face à moi, un 17. Une autre dame a alors pris la parole ce jour-là. Elle a dit qu'il fallait chercher dans le dialogue entre parents et professionnels des alternatives à de telles douleurs. La peine et le courage de ces parents brisés par la séparation de leurs enfants s'expriment partout dans le monde. Ce jour-là, c'était le dernier jour pour la famille Braxton d'être ensemble avant que les enfants ne partent en placement le lendemain. Nous avions vécu des mois où nous nous étions battus aux côtés de la famille pour que les enfants puissent rester à la maison. Au tribunal, personne n'avait puni tout l'amour qu'il y avait dans la famille. Mais on disait que les parents ne pouvaient pas répondre aux besoins de leurs enfants. Eux savaient que personne ne pourrait jamais aimer leurs enfants comme ils les aimaient, les protéger et les comprendre comme ils le faisaient. Impossible d'imaginer ce qui peut se passer dans le cœur d'une maman un jour pareil. Le papa était parti quelques jours, miné par les tensions, le désespoir et par sa propre impuissance. Avec la maman Jennifer, on s'était dit que ce serait bien de sortir, de vivre un moment dans la nature, un moment en famille. Je les ai emmenés en voiture, la maman et les 5 enfants. Tout le monde était silencieux. Finalement, nous sommes arrivés dans un grand parc très sauvage. Jennifer est une femme de grand courage, je le savais, mais ce jour-là, elle m'a émerveillée. Comme elle a su rire avec les enfants, cachant sa peine et son angoisse, sauf à quelques moments où, en cachette des enfants, elle me disait comme elle redoutait ce temps de la séparation. Et là, les larmes lui venaient aux yeux. L'heure de rentrer est arrivée. Dans la voiture, le silence à nouveau s'est installé. Jennifer avait connu le placement enfant et adolescente et gardait en elle une blessure ouverte. Elle nous disait souvent « Je veux tout faire pour que ça n'arrive pas à mes enfants ». Ce jour-là, Jennifer avait puisé en elle des ressources de courage et de tendresse, d'imagination pour cacher son angoisse,
sa peine et faire à ses enfants ce cadeau d'une journée heureuse en famille. Un souvenir qu'ils garderaient en eux comme un trésor. Ils vont trop vite à placer les enfants. Ils devraient réfléchir avec nous. Nous sommes privés de nos enfants comme nous avons été privés de nos parents. En nous rassemblant, nous avons découvert que nos parents ont été des combattants. À leur suite, nous luttons pour l'égalité, dignité de tous. À notre suite, nous voulons que nos enfants, même si nous sommes séparés, restent fiers des familles dont ils sont les héritiers. Le moins fort possible. Encore moins fort, le Père. Bouche fermée et les yeux fermés, en toute confiance. Vous pouvez s'abandonner dans ce chant. Le 17 octobre 1992, voilà 5 ans que j'étais ici. J'apprenais que pour de plus en plus de personnes dans le monde, le besoin de célébrer ensemble cette journée était fort. La bonne nouvelle est tombée dans la soirée. Monsieur Javier Pérez de Cuellar, ancien secrétaire général de l'ONU, au nom d'un groupe de personnalités internationales rassemblées dans le Comité pour la Journée mondiale du refus de la misère, lançait un appel pour la reconnaissance de la date du 17 octobre. Le 22 décembre 1992, la journée du 17 octobre est proclamée
Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté par l'Assemblée générale des Nations unies. Quelle responsabilité c'était! Une reconnaissance internationale. L'engagement pris en 1987 au Trocadéro devenait celui des Nations unies. Tous les États du monde invités à marquer désormais le 17 octobre. Les plus pauvres surtout, reconnus en première ligne de la lutte contre la pauvreté. Ce n'était que justice et espoir pour eux. J'étais fière. Une nouvelle date dans l'histoire des plus pauvres devenait une date officielle de l'histoire de tous. Ainsi, l'ambition internationale perpétuait les engagements les plus forts de nos sociétés. Dufourny, de Villiers-le-Bel, indigné par le fléau de la misère et par le mépris de ceux qui la subissaient, écrivait le 25 avril 1789 dans ses cahiers du 4e ordre. Allez à la rencontre des infortunés et apprenez d'eux tout ce qui accompagne et suit l'infortune. Voyez comme ils vivent les subsistances, le travail, le logement, les maladies, l'enfance, la vieillesse, les vexations et les humiliations. Chaque député du tiers, vous serez leur représentant. Alors chaque Français formera des vœux pressants pour la destruction de toutes les causes de la misère, pour la défense des infortunés. Victor Hugo, le 9 juillet 1849. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse. Car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Le 16 mai 1883, la poétesse Emma Lazarus pour le socle de la Statue de la Liberté à New York. Donne-moi tes pauvres, tes exténués, qui en rang pressé aspirent à vivre libres. Le rebut de tes rivages surpeuplés, envoie-les-moi. Les déshérités,
que la tempête me les rapporte. Gandhi, le 3 février 1937. La misère est la pire des violences. Nelson Mandela, le 14 janvier 1994. Tant que la pauvreté, l'injustice et les inégalités extrêmes subsistent, personne d'entre nous ne peut vivre en paix. Comme l'esclavage ou l'apartheid, la misère n'est pas naturelle. Elle est créée par les humains et elle peut être vaincue par les actions des humains. Jeunes du monde, regardez-nous comme une chance. Jeunes de quartiers abandonnés, jeunes de beaux quartiers, jeunes sans papier, jeunes déracinés, jeunes chargés de famille. Jeunes chômeurs, jeunes sans emploi, sans formation, jeunes étudiants et jeunes travailleurs. Regardez-nous comme une chance. Jeunes révoltés et solidaires. Regardez-nous comme une chance. Nous voulons trouver notre place dans ce monde. Nous prétendons à un avenir.
changer le monde avec mes deux mains, faire un monde meilleur avec mes deux mains, faire un monde plus doux avec mes deux mains, avec mes deux mains. Je peux changer le monde avec mes deux mains, faire un monde meilleur avec mes deux mains, faire un monde plus doux avec mes deux mains, avec mes deux mains. Je peux changer le monde avec mes deux mains, faire un monde meilleur avec mes deux mains, faire un monde plus doux avec mes deux mains, avec mes deux mains. Je peux changer le monde avec mes deux mains, faire un monde meilleur avec mes deux mains, faire un monde plus doux avec mes deux mains, avec mes deux mains. Vous, jeunes qui sans raison de croire, ni d'exister, cherchant en vain un avenir en ce monde insensé, vous ne voulez pas maudire, vous voulez aimer et prier, travailler et vous unir pour que naisse une terre solidaire, une terre, notre terre, où tout homme aurait mis le meilleur de lui-même avant que de mourir. C'est pour les jeunes qu'on chante. Bouche fermée. On leur passe le relais. S'empêcher de dire des mots. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains Ils sont avec nous dans nos cœurs. Ils ne pouvaient pas être là physiquement. Alors Marie, elle a écrit, et je suis fier de vous dire ce qu'elle a écrit. Quand je rentrais au camp, de l'école ou d'ailleurs, je respirais. Je n'étais plus jugé. Pourtant, le camp, c'était la boue, les ordures et leur lot de maladies. Nous avions froid en hiver, nous avions les incendies. En été, nous avions trop chaud. Sous nos abris précaires,
sans eau ni électricité. La mortalité, surtout celle de nos enfants, frappait nos familles. La honte, nous la vivions au quotidien. Nous étions tout le temps coupables. Enfants, à l'école, parce que nos chaussures, nos vêtements étaient crottés. Partout, on nous disait qu'on était coupable de notre misère. Coupable de vivre, en fait. Et pourtant, c'est dans ce camp-là, dans ce camp de Noisy, que je pouvais respirer. Coupable de vivre, pouvoir respirer. Les gens du camp de Noisy, ils étaient humiliés tout le temps. Vous comprenez? Mais entre eux, ils étaient solidaires. Ils ont gardé l'humanité. Avec le Père Joseph, ils ont appris à prendre la parole, à réfléchir, à s'écouter, à confronter leurs idées, à concevoir ce qui est bon pour leur famille. Ils se sont reconnus comme un peuple. Le peuple du quart-monde. Quart-monde, c'est si fort pour Marie, si fort pour nous tous. Ça veut dire qu'on ne se sent plus coupable, mais victime du rejet, de l'exclusion, de la violence, de la misère. Puis de victimes, nous sommes devenus des combattants, des résistances pour garder l'humanité. Des combattants, des résistants. Combattants et résistance parfaitement. Des personnes de la société sont devenues nos alliés dans la lutte contre l'exclusion et les misères qu'elle engendre. Aujourd'hui encore, on nous dit que nos enfants sont des feignants, des voleurs, des profiteurs. Il n'y a pratiquement jamais un adjectif positif pour nous décrire. On attend que nos enfants, nos jeunes, font peur. C'est dur. Mais les choses ont bougé. Oui, nous allons chercher ce qui manque encore, enfermés dans la misère, les petits paumés. C'est comme ça qu'on gagne en humanité. On a gagné que les allocations familiales soient pour tous. On a gagné une loi contre les exclusions qui ne demande qu'à être appliquée. On a soutenu la coopération de l'école. On a inventé des entreprises avec ceux qui sont tout en bas de l'échelle. L'ONU nous a rejoints pour dire les objectifs du développement durable. Ne laissez personne de côté. Alors vous qui êtes ici ce soir, essayez d'écouter, de rencontrer les gens qui vivent à la pauvreté. Considérez-les comme des humains. Venez dialoguer avec eux. Pensez créer un monde qui ne laisse personne de côté. Nous sommes compromis dans l'injustice de la misère. Vous les jeunes qui avez l'ambition de réussir dans la vie, ne vous laissez pas prendre par la folie de l'argent qui détruit le monde. Allez dans le sens de l'humanité. Vous les responsables d'associations, de syndicats, de partis politiques, jusqu'à vous, Monsieur le Président de la République, nous avons besoin que vous compreniez le quart-monde. Osez bâtir à partir des plus pauvres. Agissez pour que les gens pauvres d'ici ou d'ailleurs ne soient plus divisés. Nous avons besoin, tous, le même avenir. Nous voulons tous un plus juste devenir. En venant sur ce parvis, vous avez fait un nouveau pas avec nous. Continuez ensemble. Ensemble, nous faisons tous partie d'une même humanité. Une humanité que nous voulons vraiment belle pour tous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de tous pour mener à bien ce combat contre la misère. Osez venir nous rejoindre. Osez venir nous rejoindre.
Plus de coups de feu. No more shooting. Oh freedom avec douceur. Avec mes deux mains. Mais comment moi je peux remercier le Père Joseph, ce qu'il a fait pour nous, mais en même temps aussi de penser à tous ceux qui sont illettrés, qui ne savent pas, qui comprennent aussi un peu l'histoire à travers les images, ils comprennent peut-être encore mieux que par les Écritures. Donc ils ont aussi la chance de connaître vraiment l'histoire du Père Joseph. Et qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage. Et quand je pense à l'âge de 4 ans, il va déjà à l'église pour rendre service. Mais il ne va pas à cause de ce déjeuner qu'il reçoit, et c'est à cause des 2 francs qu'il a pour sa mère. Et moi, je trouve que comment ça se fait qu'un gamin de 4 ans se fait déjà du souci pour sa mère, et puis qui sait déjà que c'est l'argent qu'il faut. Et c'est ça qui me fait un peu réveiller, quoi. Qui me touche surtout, parce qu'aussi, des fois, il n'avait pas envie d'y aller parce qu'il faisait froid, puis il fallait quand même aller, puis c'était assez tôt. Et malgré ça, il n'a pas loupé une fois, il a toujours été. Aussi, comme il va avec le pistolet là, dans un café pour prendre un peu reste des sous pour aider à sa mère. Il fait tout ce qu'il ne voudrait pas. Et il cherche justement la manière comment je peux aider. C'est fou quand même, de gamin qui se fait justement du souci. Comment j'aide à ma mère. Souvent on prend des décisions un peu fous, ça c'est clair, quand on n'a rien. On invente des choses pour avancer. Sa mère, elle est vraiment aussi dans la détresse, elle ne sait plus comment faire, quoi faire. Elle le dit presque à tous, quoi, je ne sais plus quoi faire. Mais moi je trouve que ce n'était pas un cri pour lui aider, mais c'était plutôt de dire qu'elle n'arrive plus. Pour qu'il se taire un peu, qu'il le laisse un peu en paix. Mais c'est venu le contraire. Hein? Et puis eux, ils ont dit, ouais, il faut le mettre à l'orphelinat, il faut l'éduquer, comment elle ne serait pas capable de l'éduquer. Et c'est ça toujours les reproches qu'on a comme parents. Elle a écouté un moment, et puis elle a pensé, bon,
Elle a tout préparé, mais quand c'était vraiment tout prêt, ben, elle lui dit, non, tu n'es pas orphelin, tu as une mère. Tu n'y vas pas, tu restes. Il faut tenir tête à d'autres. Et je trouve ça très très fort qu'elle dit, non, tu as une mère, tu n'es pas orphelin. Aussi, son propre amour qui passe au fils. C'est beaucoup plus, on dit, grand ce qu'on pense, de passer cet amour de son fils qui est vraiment très vif. Mais elle aime. Et c'est ça d'accepter son fils comme il est, avec ses défauts et tout. Mais il faut apprendre à accepter, d'aimer. Ça, c'est maintenant un mot, aimer. Parce que c'est plus fort de dire non à quelque chose qu'on lui a proposé. Là, il part vraiment pour de bon. Parce que la première fois, il part, il part chercher du travail, mais après, il repart vraiment pour de bon. Il revient vraiment plus. Ils sont tous tristes, ils ne savent plus comment continuer. Là. C'est pas facile pour lui non plus de partir. Mais là, il est obligé de faire quelque chose. Comment il ne peut pas faire autrement? Mais c'est pas simple non plus pour lui, pas du tout. C'est pour ça que j'ai mis le mouchoir. Et de laisser la famille derrière lui, c'est pas simple, hein, c'est pas ça. Il a aussi eu longtemps de comprendre qu'est-ce qu'elle voulait dire. D'être très humilié déjà à cause de cette histoire qu'il y a eu. Et après partir et laisser la famille. C'est pas drôle. Non. Et je pense qu'il y a eu surtout beaucoup de larmes là. Surtout pour un homme, c'est beaucoup plus humiliant de partir qu'une femme partirait, ça ferait moins. Par exemple, quand il a trouvé un oiseau moitié mort et puis qu'il le prend chez lui pour le soigner, et après ils tombent eux-mêmes vraiment dans une misère vraiment presque à étouffer, il oublie de le nourrir et il meurt. Et c'est ça, on oublie, c'est aussi l'image qu'il nous donne. Pour un coup, on oublie l'autre. Quand on est vraiment dans une détresse, on oublie l'autre. On ne passe plus, on est perdu. On est dans un trou. Et c'est aussi ce qui me dit, faites attention sur ça. Oublie pas l'autre, parce qu'il va mourir. C'est aussi cette image qui me résonne, qui me dit, fais attention à l'autre. Moi, ce que j'ai pris quand il est rentré à Noisy, il était là, il a vu qu'il rentrait vraiment dans la misère et ça lui a fait retourner dans son enfance. Il voyait toute son enfance autour de lui. Il voyait toute la misère de sa mère. C'est ça que je retiens quand il est rentré à Noisy. Mais il n'a jamais nié de où il venait et qui il était. Là, il a toujours été très franc avec le monde. Et ça, je trouve que ça nous apporte beaucoup plus d'avancer et dans le monde quand on a la confiance en nous. Quand on nous donne une confiance, qu'on est aussi dit capable. Moi, je trouve qu'il est unique. Je ne peux pas le mettre avec quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Et déjà, ce qui m'a beaucoup aussi plu, c'est quand il est arrivé à Noisy, il a tout de suite arrêté la soupe populaire qu'il a mis dans une bibliothèque, pour qu'on ait le droit d'apprendre. Parce que lui, il savait que c'était ça qu'il nous fallait, apprendre, étudier, faire des écoles. Souvent, on a peur même de toucher un livre.
Comme ça, moi je suis sûre que Père Joseph il pensait aussi qu'avec ça, que les enfants auront plus plaisir d'aller à l'école. Mais si on n'a pas ça, si on n'a pas accès à des livres, si on n'a pas accès à l'école, ben on n'arrive à rien du tout. La chapelle, c'est normal que pour le Père Joseph, c'est quelque chose de très, très important. C'était son travail à lui. Tout son quotidien, il vivait vraiment la Bible avec nous. Par exemple, de partager aussi ouvertement les soucis qu'on avait, il les partage. Ou quand je pense aussi Jésus qui partageait justement ses 2 pains et ses poissons-là, au final il y avait même 12 paniers de trop. Qu'avant il n'y avait même pas assez. Alors c'est ce partage. Parce que là il y avait très peu pour finir. Si on se partage vraiment 100% tous dans le monde, ben, tout le monde aurait assez. On aurait même trop. Et c'est ça l'image qui vit la Bible avec nous. C'est le seul jour où nous, on a le droit de parler, de prendre la parole, ou de tout dire ce qu'on a sur notre cœur, qu'est-ce qu'on aimerait changer. Père Joseph nous a fait lever, il nous a donné cette chance de nous réunir à travers cette phrase. Pour nous, c'est une fête. C'est d'être là, à oser de dire les injustices, mais faire une fête. Et c'est ça qui me chagrine chaque fois quand ils portent la soupe le 17 octobre. 17. C'est pas ça qu'il nous faut. Puis ça, on a aussi vu en 84 et 83 et 4, je crois, que le Père Joseph s'est aussi fait fâcher parce qu'il faisait très très froid. Mais voilà, puis ils sont venus de nous avec la soupe. Mais pourquoi il n'y a pas d'autre chose à cuisiner que la soupe? Oui, parce que ça ne coûte pas cher. Un peu de légumes, un peu d'eau, et puis voilà, c'est fait. Alors, est-ce qu'on vaut vraiment que ça? J'ai commencé justement à tricoter du plus petit au plus grand, que chacun a un poule vert, et en même temps j'ai demandé à des gens de me donner des mandarines ou des biscots, ou des choses pour emporter. Et j'ai demandé à Gertrude et à Émile de faire le Saint-Nicolas et de venir avec moi. Mais ils sont venus, c'était bien. C'était vraiment formidable. Et ce qui était marrant, quand on parlait au Père Joseph, la fête de Noël était vraiment bon. Ils demandaient, mais ils étaient aussi là. Émile et Gertrude, elles étaient aussi présents. C'était ça ce qu'ils demandaient le Père Joseph. Est-ce que le plus pauvre était vraiment présent? Parce qu'ils n'étaient pas présents, c'est pas une belle fête. Ça, c'était la réponse du Père Joseph. Ce que j'espère, qu'on le reconnaît, tout ce qu'il a fait, il a fait un monde de nous, qui vivent dans la pauvreté. Il a fait un monde. Quand je pense aujourd'hui, on est même en Chine. Il a commencé à Noisy-le-Grand avec 250 personnes. Et maintenant, on est devenu vraiment un monde. Et on oublie encore quand même certaines qui sont encore derrière nous, par terre, qu'il faut tendre la main. Et ouais. C'est ça, on ne peut pas oublier quelqu'un qui nous a vraiment fait de nous des gens. Levez-vous, marchez. Vous avez le droit d'habiter cette terre comme tout le monde. Et moi, je ne connais personne d'autre que le Père Joseph qui a fait ça.